Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'IA. Aujourd'hui, on parle plus d'IA comme d'un outil qu'on ouvre dans un autre onglet. On parle d'une IA qui travaille pendant qu'on travaille. Et donc, c'est intégré directement dans le quotidien des équipes. Et cette rupture, elle est en train de tout changer. La façon dont on forme les gens, la façon dont on teste le code et la façon dont on manage une équipe. Donc, avec moi, deux builders qui incarnent exactement cette rupture et qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Karim et Arnaud. Arnaud, ça fait 10 ans que tu convaincs les entreprises que la formation doit se passer là où le travail se passe, et pas dans une salle de réunion ou une plateforme à part. RiseUp, c'est aujourd'hui 5 millions d'apprenants actifs, plus de 130 collaborateurs à travers l'Europe, et tu vas encore plus loin avec Forge, l'idée que l'IA peut directement améliorer la performance des équipes et pas juste les former. En effet, on a passé à RiseUp, on va dire 10 ans à réduire ce qu'on appelle le time to skill. Donc le moment entre je décide qu'une personne doit acquérir une compétence et la personne l'a acquise. On a réussi, mais plus on avançait ces dernières années, ces derniers mois, plus on entendait la même question des clients. Les équipes sont formées, certes, mais est-ce qu'elles performent mieux? Voilà. Et Forge est né de cette question. Karim, toi, tu es cofondateur d'Expensia, qui a été acquise par Medius pour plus de 120 millions de dollars. Tu aurais pu lever le pied, prendre des vacances, prendre ta retraite. Tu as pourtant choisi de relancer Thunder pour automatiser le testing logiciel via des agents IA. Absolument. Donc, bonjour à tous les deux. Donc oui, c'est ce que ma femme me demande tout le temps, c'est pourquoi j'ai pas levé le pied et j'ai fait une autre boîte. Donc Thunder, c'est tout simplement des agents IA dont la mission est de se comporter comme ton utilisateur et de tester le logiciel que tu maintiens, le logiciel que tu développes, le logiciel que tu déploies. Et c'est vraiment né de 20 ans d'ingénierie, que ce soit chez Microsoft ou chez Expensia, où à un moment, quand ton produit, ton service grandit beaucoup, un des principaux freins, c'est comment continuer à innover sans casser tout ce que tu as fait et sans casser chacun des scénarios de chacun de tes clients. Donc c'est vraiment ça l'idée qui est derrière, c'est scaler la qualité pour continuer à innover. Alors Arnaud, première question. RiseUp, c'est une boîte qui marche, qui cartonne. Pourquoi tu lances Forge? On lance Forge, donc en parallèle de RiseUp, hein, ça a été une grande décision de l'année dernière parce que ces 2 dernières années, on a constaté que voilà, le RiseUp fonctionne, ça résout un problème chez les clients. On faisait beaucoup d'innovation incrémentale. En intégrant les nouvelles technologies, on voyait qu'on pouvait améliorer ce qu'on faisait et faire mieux. Néanmoins, on a eu l'impression qu'on était en train de passer à côté de quelque chose. Cette frustration client, qui était finalement un marché mature, le learning, les solutions existent, c'est déployé, ça fonctionne. On a la capacité de démontrer que les gens se forment, les gens acquièrent de la connaissance. Mais finalement, quand on revient à la base du learning, ça sert à quoi? L'idée, c'était d'atteindre une chose, la performance. Et on commençait à avoir une vraie frustration côté RiseUp de se dire on a été au plus loin possible de ce qu'on pouvait faire dans le périmètre du learning. Néanmoins, on peut toujours pas démontrer l'impact sur la performance. Or, avec toutes les dernières révolutions, notamment l'arrivée de l'IA ces dernières années, on a senti qu'on avait la possibilité de voir plus grand. On a senti qu'on avait la possibilité de maîtriser 100% de la chaîne de valeur pour amener de la performance aux collaborateurs. Et donc, on a décidé l'année dernière, qu'en parallèle de RiseUp, de spin-off l'entreprise, de prendre une équipe dédiée à un projet de zéro, avec la même vision, la même mission, c'est-à-dire améliorer et accélérer la montée en compétences et en performance des équipes, mais leur faire complètement différemment, de le repartir avec les technos actuels, et cette fois-ci sans limite, c'est-à-dire que le LMS, c'était une brique d'un marché où en fait, entre le moment où le manager détectait un cap de compétences et l'application, il y avait peut-être 5, 6, 7 acteurs qui entraient en jeu. Cette fois-ci, avec Forge, on a un outil qui est pour le manager, la création de coach qui va directement impacter l'apprenant et s'occuper de la montée en compétences quotidienne de l'utilisateur. Donc, on est vraiment reparti de zéro. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché depuis l'avènement de l'IA générative, en fait, je vois deux exemples types que vous devez sûrement peut-être connaître, c'est Intercom et Notion. Intercom, voilà, c'est le chatbot que beaucoup de startups utilisent. Et eux, ils ont eu la même idée que toi, Arnaud, dans le sens où ils ont lancé l'agent en parallèle. Leur agent, il s'appelle Fin, et c'est une autre marque, c'est un autre produit, mais en parallèle. Et tu as une autre approche, c'est celle de Notion,
qui eux, leurs agents sont vraiment dans Notion. Et c'est pas un autre produit de Notion. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir, Arnaud? Je suis sûr que tu as hésité entre est-ce qu'on le fait dans RiseUp ou est-ce qu'on fait carrément un autre produit avec une autre marque? On a énormément hésité. Et en fait, la réponse, c'est qu'on fait les deux. Et pourquoi on fait les deux? Parce qu'à l'avenir, nos clients auront besoin des deux. Le LMS, en fait, c'est une formidable, euh, c'est une formidable solution pour héberger, recevoir l'ensemble de la connaissance de l'entreprise et la structurer. Et ben en fait, ce LMS qui permet aussi de gérer énormément de contraintes légales d'une entreprise, la compliance par exemple, le reporting, etc. En fait, on pense qu'à l'avenir, ça va continuer d'exister, ça va évoluer, mais il y aura toujours ce besoin dans l'entreprise. Et la solution qu'on a voulu Forge vient en fait au-dessus et vient se connecter à la partie LMS qu'une entreprise a pour justement avoir des agents compétents et avoir des agents qui sont entraînés sur toute la connaissance de l'entreprise. Pourquoi on a fait deux marques? Parce qu'aujourd'hui, Forge ne fonctionne pas qu'avec RiseUp en source de données. Forge va venir agréger n'importe quelle source de données d'une entreprise. Une entreprise a parfois plusieurs LMS qui sont déployés. Donc tout naturellement, comme on est sur une couche au-dessus et un périmètre fonctionnel différent, on a préféré lancer une deuxième marque en parallèle et avoir deux équipes. Donc on a RiseUp qui continue d'exister avec une équipe IA qui fait de l'innovation incrémentale à l'intérieur de RiseUp, mais on a Forge qui est la couche du dessus, qui est pour nous en fait l'aspect théorique, l'aspect pratique de la formation. Tous les clients en fait avaient le même sujet, hein. On a déployé un LMS, les gens viennent, font leur parcours d'onboarding, se forment, ingurgitent de la connaissance. Par contre, le moment de la mise en pratique, il n'y a plus personne. Forge, c'est complémentaire et ça vient gérer tout l'aspect mise en pratique et des agents disponibles au quotidien pour l'apprenant qui sont là pour assurer sa montée en compétences dans des cas pratiques. Donc, je viens de recevoir un email de mon prospect, je sais pas comment répondre, ou alors je viens de recevoir un RFP. J'ai H24, mes coachs IA qui sont disponibles, qui ont été formés sur les données de l'entreprise et qui sont là pour faire monter en compétence la personne. Karim, à quel moment tu t'es dit, OK, là, il y a quelque chose qui a vraiment changé? Alors c'est un bon point. Pour l'anecdote, moi j'ai eu un bac S français, même si j'étais en Tunisie. Et pour l'anecdote, dans le bac S, à la fin de l'année de terminale, tu as un projet à faire qui s'appelle le TPE, OK? Et moi mon projet TPE, c'était les language models. Donc juste pour dire, c'est pas quelque chose de si récent. Ce qui est récent, c'est vraiment cet alignement d'étoiles, qui fait que c'est aussi gros et aussi, impactant. Et donc, je veux pas me rendre plus vieux, mais mon bac c'est 2004, hein, ça fait, pas mal d'années. Par contre, je pense qu'on s'est dit que quelque chose était en train de changer entre GPT-2 et GPT-3. Un peu avant que ChatGPT ne sorte, on a vu et compris que ça allait être une révolution majeure. La vraie question, c'était sur quelle durée? Et je pense que personne n'a la réponse, mais on était convaincus de ça. Et donc, pour l'anecdote, quand ChatGPT est sorti, on était en plein milieu de notre parcours de formation. On avait décidé de former tout le monde avec l'aide de quelques experts. Et la formation, elle s'appelait Now Possible. Et c'était pour vraiment que les gens se rendent compte qu'au fait, ce qu'on considérait impossible il y a quelques années est possible maintenant. Et donc, il est temps de repenser notre business par rapport aux nouvelles possibilités. Et donc on a commencé à vraiment, injecter de l'IA, générative dans le produit, sachant que Expensia, c'était déjà, un produit d'IA, mais IA pré-LLM. Et la vente s'est faite, sur une thèse business et une thèse, marché qui est un peu loin de l'IA elle-même, qui est la thèse que les produits SaaS ultra spécialisés comme Expensia, nous, on est assez convaincus que le directeur financier, il va au bout d'un moment en avoir marre, parce qu'il a 30-40 solutions pour gérer sa finance et qu'il faut les interconnecter et cetera. Et donc notre thèse était: il faut créer l'équivalent d'un Microsoft Office. C'est-à-dire, si on regarde Microsoft Office, c'est des apps qui en vrai n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais on s'est habitué à les acheter ensemble, elles sont hyper bien interconnectées, et cetera. Et donc la thèse, c'est de créer un Microsoft Office du directeur financier, et c'est comme ça qu'on a décidé de s'allier à d'autres et de créer une suite plus grande. Et moi, j'ai continué à être très engagé dans ce rachat. On a transformé les différents produits qu'on a achetés, avec de l'IA et avec des choses hyper concrètes. Il y a un exemple que je veux donner en termes d'agents. Après, je reviens sur Thunders. Mais un exemple d'agent dans cette, suite finance, quand tu gères, des fournisseurs qui t'envoient des millions de factures par an, quand tu es un gros industriel, un très grand compte, en fait, à côté des millions de factures par an que tu reçois des millions de messages de tes fournisseurs. Et souvent, c'est des messages que tu as pas envie de traiter. C'est, «Je dois changer mon RIB, où est ma facture? Pourquoi j'ai pas été payé?» et cetera. Ça dans, 100 pays, en plein de langues, avec des risques de phishing et cetera.
En fait, très simplement, dans cette suite, maintenant, on a un bot qui dit pas qu'il est un bot. Il se plug sur la boîte email fournisseur de chacune des filiales de ton groupe et il répond au fournisseur. Et il est plus sympa, il répond dans toutes les langues et il ne tombe pas dans les problèmes de phishing. Donc, c'est pour dire cette passion dans l'IA, elle a beaucoup drivé notre carrière, Jed et moi, Jed étant mon cofondateur dans les deux projets. Maintenant, ce qui a été le déclic sur Thunders, c'est pendant qu'on travaillait en délivré de l'IA continue à s'améliorer et à un moment, on a eu un déclic qui est que un des plus gros problèmes qu'il y a dans le software en général, c'est comment je m'assure que les produits que je crée et surtout ceux que je déploie répondent aux besoins du client. Et tout le monde a toujours accepté que c'est un necessary evil, comme disent les Américains. C'est une peine nécessaire de faire du testing, soit manuel, soit automatisé. Le manuel, il est pas scalable, mais c'est qualitatif, c'est des vrais humains qui sont devant le produit. L'automatique, il scale bien, mais c'est ultra cher à construire. Un Expensia, pour te donner une idée, à la fin, on avait plus d'1 million de lignes de code de test. Test seulement, hein, je parle pas du produit. Il y avait plus d'1 million de lignes de code qui servaient à tester. Et donc, avec Jed, mon cofondateur, on s'est dit, attends, 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 si les LLM se mettent autant à se rapprocher d'un humain, on peut imaginer un monde où on fournit à nos clients une armée de testeurs humains, entre guillemets. Tu vois, donc nous, Thunder, c'est un cloud de l'équivalent d'un testeur humain. Et donc, je peux avoir la quali d'un testeur humain, mais finalement scalable, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est ça la thèse de Thunder. Avant, quand on développait un SaaS, les cas de test étaient simples. C'était voilà mes données en entrée, voilà ce que j'attends. Et donc, si c'était validé, c'était bon, c'était validé. C'était très déterministe. Maintenant, depuis qu'on met de l'IA dans nos produits et qu'on rajoute du non-déterminisme, en fait, pour un même scénario, pour un même cas de test, en fait, tu l'exécutes avec les mêmes paramètres, forcément, tu as des résultats toujours différents. Et donc ça multiplie exponentiellement le nombre de tests à exécuter. Et donc ma question c'est, est-ce que du coup tu constates cette explosion de besoins de tests, Karim? Et toi Arnaud, est-ce que tu vois là dans tes équipes de développement ce fort besoin de tester encore plus les agents? Parce que comme ils sont non déterministes, non seulement tu dois tester des cas basiques, mais tu dois tester énormément de cas extrêmes, mais aussi même un même cas, tu dois le répéter 100 fois pour voir dans les 100 résultats qu'il génère ce que ça donne. Oui, si je peux intervenir sur ça, donc dans Thunder, c'est un peu les 2 volets, mais il y a beaucoup de volets plus classiques qui est que il faut quand même tester cette masse de logiciels qu'on a et qu'on va avoir besoin d'upgrader et qu'on va avoir besoin de mettre à jour. Et ces parcours peuvent être très complexes, hein, parce que, par exemple, nous, on est, chez, SNCF Connect. Un scénario SNCF Connect est vraiment complexe parce qu'il y a des catalogues derrière, des catalogues qui bougent en temps réel, des scénarios, voilà, qui peuvent vraiment être des scénarios avec des centaines d'étapes et des variabilités de données et s'assurer que mon test il est correct et que mon produit continue à fonctionner avec les bons niveaux de performance. Il y a la sécurité et l'accessibilité. Enfin, il y a un certain nombre de dimensions qu'il faut tester pour assurer la qualité. En parallèle, oui, évidemment, dès que tu as des parcours dans lesquels se mettent à interagir avec des agents, bah, il va falloir absolument tester tout ça. Maintenant, moi, j'ai un point de vue sur l'aléa des LLM qui est un peu extrême. Moi, je pense que c'est un problème temporaire, mais on pourra en parler un peu plus longuement. Pour moi, il est similaire à quand tu gères des salariés humains. C'est-à-dire quand tu gères des salariés humains, en fait, tu processises pour que les résultats soient les mêmes. Donc moi, je crois beaucoup que vis-à-vis des LLM, c'est une question de rapport à la techno et une question de process. C'est-à-dire que, c'est pas pour rien que tous les McDo du monde se ressemblent, si je caricature, et résistent à l'aléa d'avoir des salariés qui se ressemblent pas. Et ça, ils le font en ayant des process hyper forts. Donc voilà, une parenthèse sur l'aléa, moi je pense que c'est un problème temporaire. Je sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Je pense que, en tout cas, on constate presque toutes les semaines des améliorations sur le sujet. Mmh. Euh, là où, là où on a, en tout cas, je pense un vrai challenge, c'est que les gens sont beaucoup moins patients ou acceptent beaucoup moins une erreur d'une Absolument, IA que d'un humain. absolument. Et on le voit sur notamment l'adoption de l'outil. Euh, Presque au premier message où la réponse n'est pas correcte, il y a une perte de confiance.
et la perte Absolument. de confiance en termes d'utilisation. C'est immédiat. Donc on a un très grand challenge de s'assurer de la qualité et d'avoir la réponse la plus précise et juste. Et surtout, nous, on essaye d'entraîner au maximum les agents à dire je ne sais pas, parce que le je ne sais pas, il est accepté, euh, alors que la réponse fausse, c'est immédiat, c'est une sanction immédiate. Oui, alors que moi, je connais plein d'humains qui donnent une réponse fausse quand ils savent. Exactement. Néanmoins, il y a une Oui, espèce mais ça s'appelle un d'intransigeance. mensonge. En fait, ça Non, Voilà. s'appelle non, un non, non, mensonge. non, je pense que nous, humains, on hallucine aussi de la même façon. C'est-à-dire que on n'a pas une certitude sur un point, mais on se construit des Hmm. certitudes et on communique ces certitudes. Et il se trouve que parfois, ces certitudes sont pas factuelles. Si tu appelles un support, parfois, il te donne une solution qui est incorrecte. Il te dit, va faire telle chose. Et en fait, parce qu'il y a eu un oubli et une mauvaise formation. Donc, tous les problèmes qu'on décrit chez les LLM, en réalité, ils existent souvent sous d'autres formes chez les humains. D'ailleurs, donc tous les 3, on a développé des agents, on les commercialise, des agents IA. Il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris la 1re fois, enfin, les premières fois où on a commencé à déployer nos agents chez nos premiers clients. En fait, on a été surpris. En fait, c'est ça qui est incroyable avec dans l'époque qu'on vit, c'est qu'on a développé des agents, nous, qui sont spécialisés dans le recouvrement des factures impayées, c'est-à-dire qui relancent et qui discutent avec les clients, les débiteurs. Mhm. Et en fait, on a constaté que les agents, ils faisaient tellement bien leur travail qu'ils s'occupaient même après de la logistique, et du service après-vente sans le vouloir, en fait. Et vous, est-ce que vous, de votre côté, vous aussi, vous avez constaté des cas d'usage surprenants quand vous avez, mis vos agents entre les mains de clients? Oui, Alors, carrément. Je sais pas si tu veux commencer, Arnaud. voilà, nous, on a un prisme un peu particulier. C'est-à-dire que dans l'approche de Forge, l'IA est là au service de la performance de la personne. Il n'est pas là pour remplacer la personne. Donc, les agents de RiseUp, ils ont un programme d'apprentissage à tenir qu'ils ont généré en fonction du contenu de l'entreprise. Donc, si je suis directeur commercial chez Schneider Electric, j'ai un agent qui connaît tous les produits Schneider, la méthodologie de vente, etc. Et en fait, il va absorber le contexte de l'utilisateur, donc son CRM par exemple, et il va faire en sorte que la personne monte en compétence. Mais il va jamais prendre la décision à sa place. Donc, il va le challenger. Prépare ta soutenance de la semaine prochaine, prépare tel rendez-vous commercial. Est-ce que tu as bien fait ceci, etc. Si c'est un agent sur la partie management, il va vous challenger sur le prochain one-to-one que vous avez avec votre collaborateur. Mais il va jamais prendre la décision pour vous, parce qu'on considère que il est vraiment là H24 pour assister l'humain et élever l'humain. Oui, je dirais que les choses qui nous ont surpris quand on a commencé à déployer l'agent chez les clients, c'est en fait l'agent, lui, il a le temps entre guillemets, ok. Et donc il a le temps d'aller en profondeur à chaque fois. Et ça, c'est souvent ce qui est bluffant. Donc imagine quand tu es en train de tester une application classique, tu testes une app de la SNCF, bah, toi, si tu es testeur humain, en fait, tu vas tester les HM et puis si tu as un problème, tu vas regarder les logs et puis, si, les logs te disent pas assez, bah, en fait, tu vas regarder, ce qui se passe sur le réseau et donc tu as un côté crescendo parce que tu as pas le temps et donc souvent, tu passes à côté de beaucoup de problèmes pas visibles. Nous, ce qui nous impressionne, c'est, bah, en fait, tu dis à l'agent de tester quelque chose de très spécifique, mais l'agent ayant le temps, ayant accès à beaucoup de choses, il peut te dire que c'est bon, mais qu'il y a tel autre problème par ailleurs que j'ai vu, à côté. Tu vois ce que et donc la capacité à être beaucoup plus ouvert et la capacité à donner du feedback même quand tu le demandes pas et pour nous, c'est là où on voit, comme tu disais toi, ils se mettent à faire du support client parce qu'ils répondent à des questions qui étaient pas prévues, de tes Oui, et du coup, débiteurs on a dû les brider, hein. Nous, on les a bridés. pour D'ailleurs, plus répondre à ça. pour pas aller trop loin. Parce qu'en fait, eux, comme tu l'as dit, ils ont un temps infini, ils ont rien d'autre à faire. Eux, le problème, pour eux, ils vont aller jusqu'au maximum du maximum. Ouais. Et donc cette surqualité, nous, on a dû la brider. C'est-à-dire qu'on a dû, dans les dernières versions de Billabex, on a dû, vraiment leur limiter le périmètre pour pas qu'ils aillent trop loin parce que nous, on n'a pas un temps infini, on n'a pas le temps infini de les designer pour, d'autres métiers que le recouvrement. Oui et puis tu as pas aussi des tokens infinis et tu as pas, une énergie Oui, en infinie. plus, c'est pas ce qu'on a vendu aux clients à la base.
D'ailleurs, Arnaud est utilisateur, a des agents Bilabex, je crois que tu en as 4. Je sais pas si tu es au Je les courant, compte plus. ou si tu as aussi des retours particuliers par rapport à ça. Est-ce que tu as constaté des choses marrantes ou pas marrantes? Moi, j'ai trouvé ça très surprenant au début. C'était notre première expérience de prod chez nous. Euh, Après, non, marrante, pas marrante. En effet, je les trouve très bons en tout cas, dans le métier en plus du recouvrement qui nécessite quand même beaucoup de motivation, beaucoup de ténacité surtout. Je trouve que ça s'y prête bien et ça gère, et c'est ça qu'on voit en tout cas sur l'année qu'on a passée, ça gère de plus en plus de cas avec des complexités assez fortes et non, c'est vraiment un très bon cas d'usage pour le coup. Et nous, un autre effet secondaire assez marrant, c'est, en fait, en testant avec des agents, ça t'oblige parfois à faire évoluer ta plateforme à la marge. Parce qu'en fait, l'agent a envie qu'il se comporte comme un humain. Ta plateforme qu'il doit tester, elle doit être accessible à un humain. Elle doit être compréhensible par un humain. Mais on a tous un biais, c'est que quand tu as ton collègue, tu as Franck à côté, quand Franck il teste la première fois et qu'il comprend pas, bah, en fait, petit à petit, il va galérer pendant des semaines et il aura des conseils des équipes et au bout d'un moment, il saura que ce truc-là est absolument pas logique, mais il sait le contourner. Alors que lui, l'agent, il est quelque part, c'est ton nouveau salarié tous les matins. Tu vois, il est nouveau tous les matins. Évidemment, tu as des logiques de mémoire, et cetera, mais by design, tu veux qu'il soit nouveau tous les matins pour avoir un avis un vrai avis de UX. Et donc c'est assez marrant, oui, on voit des clients parfois faire évoluer leur plateforme pour que l'agent se sente plus à l'aise et du coup, ils rendent leur plateforme plus accessible à des nouveaux utilisateurs. Et du coup, Karim, toi, comment tu mesures du coup si un agent a bien fait son travail ou si, enfin, par exemple, comment tu arrives à détecter quand il fait de la surqualité? Ou est-ce que pour toi, c'est même un bon critère qu'il fasse de la surqualité? Alors nous, il faut déjà se projeter un peu dans le produit qu'on a construit. Le produit qu'on a construit qui est plutôt, mid-market et grand compte, c'est un produit qui est déjà très formel. Donc c'est pour des clients qui sont assez formels et donc la façon avec laquelle ça marche, c'est que tu utilises des agents pour créer des tests. Tes tests, c'est du français. C'est un parcours où tu vas dire, va sur telle page, fais ceci, vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, puis remplis tel champ, puis clique sur OK, puis fais tel appel API, puis tout ça va être écrit en français, comme ce que je viens de dire là. Et ensuite, c'est ce français-là que tu exécutes et donc, on l'a vraiment créé de cette façon formelle en disant: «En fait, je cherche pas à avoir, un agent omnipotent qui fait tout dans l'entreprise. Ce que je cherche, c'est avoir des agents qui savent réfléchir comme un testeur, des agents qui savent suivre des instructions et en suivant les instructions, ils délivrent leur savoir-faire. C'est-à-dire que pendant qu'il parcourt ce que tu lui as dit de parcourir, il peut te dire que ta UX est pas bonne et ton site est pas accessible et que, il y a un problème de sécurité, j'ai vu passer un token que j'aurais pas dû voir passer». Donc c'est ça, nous, ce qu'on a construit et donc là-dessus, en quelque sorte, avec ta question, là-dessus, ça colle moins au sens où on lui donne pas la liberté de faire beaucoup plus que ça. Mais même dans ce cadre-là, c'est assez marrant, où l'agent se permet des feedbacks sur des choses qu'on lui a pas demandé, mais ça reste quand même assez contraint et assez formalisé. Par exemple, est-ce que tu as un processus d'évaluation, de tes agents? Parce que toi, tes agents, eux, ils testent la qualité du code, ils testent la qualité des applicatifs de tes clients, Oui, voire peut-être même ils testent d'autres agents, que tes clients développent. absolument, oui. Mais justement, il y a 2 choses, 1, comment toi tu évalues tes agents et 2, comment tes agents évaluent, les agents de tes clients? Alors c'est un problème qui est très difficile. Donc nous, la façon avec laquelle on l'évalue, encore une fois, en regardant le produit, supposons que l'instruction, c'est clique sur le bouton rouge. Que c'est l'instruction qu'a écrit le client ou qui vient de sa spec ou peu importe. Bah, en fait, nous, il faut qu'on s'assure que quand l'instruction clique sur le bouton rouge est écrite et qu'il y a vraiment un bouton rouge, bah, qu'il clique dessus. Ou si on a 3 des boutons rouges qui te disent, lequel. Et si tu vois ce que je veux dire? Et donc nous, la façon d'évaluer ça, c'est qu'on a construit des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'exemples et on s'assure, régulièrement d'exécuter tous ces exemples-là sur nos agents. Ça, c'est la première brique, c'est de s'assurer que du coup, quand tu fais évoluer tes agents, bah, tu veux pas que le client, sans test, il arrête de marcher, quoi et qu'il trouve plus le Mais bouton il y a un rouge. truc que je comprends, Karim, j'ai écouté un podcast, de Sam Altman qui disait que la chose la plus dure au monde qu'un agent a vraiment du mal à faire, c'est justement, à simuler le comportement de navigation d'un internaute et Oui, donc, c'est très la dur. capacité à saisir des formulaires Oui, et bon, nous, on n'a pas à le faire heureusement, mais toi, Karim, c'est même ton cœur de métier. Si tu veux simuler des comportements d'utilisateurs, ça veut dire que tu simules quelqu'un qui saisit un formulaire, qui clique à droite, à gauche
Et quand tu vois les meilleurs du monde dire: «Mais c'est vraiment le truc le plus dur au monde», est-ce que toi tu le prends comme un challenge ou comment est-ce que tu le prends? Oui, c'est un challenge et on le voit que c'est parfois une galère parce que des fois tu as des surtout quand tes plateformes sont un peu anciennes, ça se comporte pas du tout comme tu l'imagines, ou tu as un site qui profite d'un bug connu sur Chrome pour se comporter d'une certaine façon, versus une autre. C'est pour ça qu'aussi tu as des sites qui, d'un navigateur à l'autre, se comportent pas de la même façon. Enfin, c'est un problème difficile, mais pour nous, c'est un challenge, mais c'est aussi une barrière à l'entrée pour, nos concurrents et pour «nos clients» entre guillemets. C'est-à-dire que nous, notre concurrent principal, c'est l'illusion que le client a qu'il peut construire ça tout seul. Et ça, c'est le challenge de toutes les startups IA, c'est que l'IA Non, mais étant là, relativement même récente. OpenAI, ils y arrivent pas. Je veux dire, même OpenAI avec Ah, leur agent, alors ils ils y y arrivent, arrivent pas. tout est relatif, ils y arrivent pas à Enfin, 100 et oui, ils c'est ça. continuent à s'améliorer, et nous, de la même façon, on ne sait pas encore gérer 100 des cas que nos clients peuvent avoir dans leur tête, mais par contre, nous, on a une énorme force comparée à un OpenAI classique, c'est que nous, on a la boucle de feedback de notre client. Un peu comme dans le traitement de facture, tu vois? Si à chaque fois qu'il y a une erreur, ton utilisateur, il corrige la saisie de l'IA, en fait, tu as une donnée immédiate, un feedback immédiat, et nous, c'est de la même façon. C'est-à-dire que notre client, quand il saisit ses instructions, s'il dit: «Clique sur le bouton rouge» et que ça refuse de le faire, bah, en fait, il va dire, clique sur le bouton rouge à droite, clique, et nous, on apprend de ces tâtonnements de l'utilisateur, on apprend de ce que l'IA peut pas faire, et donc nous, notre IA, elle est continuellement en train d'être améliorée, et ça, pour nous, c'est une vraie force parce qu'y arriver, et je pense qu'on y arrive très bien aujourd'hui, même comparé à des géants qui sont sur des problèmes plus généralistes, bah, y arriver très bien, c'est une barrière à l'entrée pour tout le monde, derrière. Et toi, Arnaud, comment tes premiers utilisateurs, ils ont réagi quand tu leur as mis, entre les mains, ton agent IA, Forge? Voilà, je pense que on a eu alors, il y a évidemment, il y a beaucoup de surprises sur la qualité des réponses. Je pense que là, quand on déploie Forge, hein, côté, administration, quand on déploie la plateforme, on s'occupe de faire toute la partie, connexion de contexte, donc on connecte à l'ensemble des applications métiers de l'entreprise. Connexion de content, on connecte à l'ensemble des bases de connaissances de l'entreprise. Et donc, il y a un premier effet wow qui est la qualité de la réponse en fonction des problématiques qu'on va lui poser. Parce que c'est vraiment très précis, quand c'est vraiment bien connecté, c'est très puissant. Euh, Après, l'objectif, c'est la montée en compétences. Donc, il vient vous chercher régulièrement par rapport à des chatbots en fait qui sont en réactif. Là, nous, c'est proactif. Donc, on a l'objectif de la personne, il doit devenir master en closing sur telle solution, ou alors D'ailleurs, quand tu dis l'apprentissage. proactif, est-ce que tu as suivi, les développements d'OpenClaw? Ouais, je m'en suis installé un pour faire mes tests de mon côté. Ça donne, ce qui est bien pour moi, c'est que ça acculture de plus en plus de gens de manière simple. Voilà, ce type de solution, parce que on le voit, hein, même dans une entreprise, même à l'échelle de RiseUp, hein, l'adoption de ce type de solution, ça reste encore quelque chose de, alors je vais pas dire très tech, mais quand même, c'est pas natif pour tout le monde. Il y a un graphe qui est sorti il y a pas longtemps, ceux qui vraiment, construisent avec l'IA, c'est moins de 1 c'est le top 1 mondial, c'est en fait, nous, comme on se côtoie tous les jours, on a l'impression que c'est normal, c'est naturel et cetera. Mais en fait, pour la plupart des gens, c'est à peine si, ils commencent enfin, ils utilisent ChatGPT, mais c'est tout, ils construisent pas avec des agents. C'est Ouais, vraiment, un biais exactement. Ouais. qu'on a. Et donc nous, on essaye de les faire venir. Alors donc, nous, on va les chercher parce qu'on a cet objectif de programme d'apprentissage et de monter en compétences. Donc quelque part, l'agent est censé aller chercher régulièrement la personne sur, bah, par exemple, je vois aujourd'hui tes 3 meetings du jour. Je vais relier un des meetings avec un objectif d'apprentissage et donc je vais venir te ping pour qu'on commence à travailler ça. Voilà. Donc, il rentre en fait dans le quotidien de l'utilisateur, mais en effet, il y a une vraie courbe d'apprentissage, même côté juste usage, hein, c'est-à-dire sans parler de, moi je leur demande pas de monter des agents. Moi, mes clients, ils doivent simplement échanger avec, préparer, etc. Mais même là, on voit qu'il y a quand même une courbe d'adoption qui peut prendre du temps. Nous, quand on a commencé à développer Bilabex et quand on a mis en place les premières versions de nos agents, c'était même avant, enfin, c'était avant que vous les utilisiez même chez RiseUp, on donnait la possibilité à nos agents quasiment une totale autonomie. Parce que pour nous, une totale autonomie, ça veut dire leur donner la capacité de prendre toutes les décisions. Et dans le métier du recouvrement, ça comprend par exemple la possibilité
Si un client demande à payer en 6 fois, ben, c'est laisser l'agent décider si oui ou non, parce que c'est l'agent qui est le plus à même de savoir s'il y a vraiment un risque ou pas et que ça sert à rien de demander à un humain. Donc ça, c'était un 1er point. C'est un exemple de capacité d'autonomie. Donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec les feedbacks de nos clients, c'est que nos clients, ils aiment avoir le contrôle, donc on leur a retiré beaucoup d'autonomie et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est, on a créé un task manager où en fait l'agent, quand il doit prendre une décision, il la prend jamais. Donc on a retiré toute prise de décision importante, notamment, tout ce qui est lié au paiement. En fait, il doit demander l'autorisation à un humain. Donc il crée une tâche à un humain et l'humain, il valide ou il refuse, de telle sorte à ce que ce soit plus l'agent qui décide. Et en fait, ce curseur, de niveau d'autonomie, est toujours compliqué à placer. Donc nous, on l'a fait évoluer avec le temps, avec les retours de nos clients et je pense que maintenant on a un bon niveau, enfin un juste milieu. Vous, comment vous l'avez positionné ce curseur? Moi, si je peux y répondre, nous, on a choisi, quand ça impacte l'aval. Donc, nous, concrètement, donc, voilà, ils testent, tu peux exécuter tes tests et cetera. Tu peux tout laisser en autonomie, et le laisser exécuter. Mais quand ils trouvent un bug, qui décide si c'est un bug ou si c'est voulu? OK? Donc nous, on l'a mis derrière un clic. Donc un utilisateur humain, product manager, le QA, quelqu'un qui maîtrise le fonctionnel. C'est lui qui choisit en un clic de dire c'est un bug et donc le bug va aller dans les outils de gestion de tickets, Jira, Linear, et cetera et on a choisi de le faire Et j'en comme profite, ça. Karim, tes Oui. tes agents, ils corrigent aussi le bug ou pas? Non, il, suggère comment le corriger et il crée surtout un ticket tellement détaillé que les IA de code le prennent. C'est-à-dire que nous, nos meilleurs clients, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils plug, ils font un workflow pour dire, dès que le bug est créé, une IA le prend et prépare la pull request, pour les plus D'ailleurs, depuis techniques. le dernier podcast, ça enfin vraiment les coding agents, c'est vraiment, se sont tellement améliorés que là, j'ai beaucoup de retours d'entrepreneurs qui me disent, «Nous, nos équipes, ça fait, 2-3 mois qu'ils codent plus une seule ligne de code, ils font que générer et contrôler», quoi. Mmh. C'est votre cas aussi? Ouais, sur les équipes de Forge, je pense que c'est 100 quasi 100 ce qu'on fait. Sur Rise Up, pas encore, mais parce que, bah, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, même chez les devs, compétences un peu différentes et projet plus gros aussi, peut-être un peu moins, documenté, pour aller jusque-là, mais en tout cas, c'est l'objectif, ouais. Oui. Ouais, parce qu'on pourrait croire que les devs, c'est ceux qui suivent l'actu et qui sont, le plus au courant des derniers outils, alors qu'en fait non, pas du tout, il y a beaucoup de CTO, je connais des CTO, hein, qui refusent encore l'utilisation de l'IA pour coder, hein. C'est, C'est parfois ils les plus sont réfractaires. il y en a qui sont très réfractaires, mais parce Ouais. qu'ils se sont pas tenus à jour et ils sont partis sur des biais et des croyances qui sont en train de s'effondrer en ce moment. La croyance selon laquelle quelqu'un qui sait pas coder, il peut pas vibe coder une app qui va en production, il y a 1 an, bon, on disait: «Ouais, ça c'est pas terrible», mais maintenant, vraiment, il y a beaucoup de personnes non techniques qui arrivent à envoyer des applications en production et qui tournent bien, quoi. Mmh. Bon, c'est sûr que derrière, ils savent pas comment c'est codé, mais grosso modo, ce qu'ils me disent, c'est que non, il y a pas de problème de sécurité, ils encaissent, il y a pas trop de bugs, et puis quand il y a un bug, ils demandent à l'IA de corriger, quoi. Et c'est que le début. Je pense que comme tu as dit, les CTO-là, ils sont ancrés sur, ce que cette techno était il y a 1 an et nous-mêmes, hein, petit à petit, on se force à retester. Par exemple, nous, on a testé un agent de code review, donc un agent de relecture de code. Franchement, il y a 6 mois, c'était moisi et du coup, ce qu'il te trouvait était pas très pertinent et en plus, c'était pas très rapide. Parce que tu jetais de l'argent par la fenêtre et puis depuis 2-3 mois, c'est juste la qualité est juste choquante, et j'ai du mal à imaginer ce que ce sera dans 6 mois. Donc il y a cette courbe d'adoption, mais aussi là où je rejoins, Arnaud et là où je pense que le métier d'Arnaud est super intéressant, c'est que c'est pas juste une courbe, d'adoption de est-ce que j'y crois ou j'y crois pas. C'est aussi est-ce qu'on accompagne les gens vers leur nouveau métier? Moi, je pense Mmh. qu'avec ces outils-là, le développeur, il a plus le même métier, hein. C'est devenu un manager. Je pense que le déclic, il n'a pas vraiment eu lieu dans les équipes R&D. J'étais un contributeur individuel. Maintenant, je manage des agents. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma journée, comment je dois gérer mon temps? En fait, je dois
faire le rôle d'un manager. Et le manager, qu'est-ce qu'il fait? C'est il planifie un sprint, c'est-à-dire qu'il réfléchit en amont sur quelles sont les briques qu'il faut construire. Il les dispatche à son équipe en fonction des skills de chacun. Il fait des revues de code pour rester owner du code, parce que même si quand tu es manager, c'est pas toi qui code, mais tu es quand même responsable du code, tu dois savoir ce qui se passe. Et c'est plus le même rôle, en fait, que le rôle de développeur. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Il y a la montée en compétences dans les rôles de management. Et je crois, Arnaud, toi, tu as pas dit où tu plaçais ce curseur d'autonomie dans Forge. Alors, nous, on a fait un choix et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a créé une nouvelle marque. C'est parce que donc dans le learning, hein, il y a, sans rentrer trop dans le détail, mais une grande partie de l'activité des services L&D, c'était de créer, structurer du contenu. Créer, structurer du contenu. Si vous étiez une multinationale, vous pouvez avoir des créateurs un petit peu partout, des équipes qui font de la validation, de est-ce que le contenu est bon en termes de qualité, etc. Avec Forge, on a fait le grand saut, c'est-à-dire que nous, on se connecte aux bases de l'entreprise. Donc, par exemple, votre Notion, SharePoint, Drive. Et en fait, les contenus, ils ne sont plus statiques. Dans Forge, il n'y a aucun contenu statique. C'est-à-dire que les agents, vous avez créé un coach sur un sujet spécifique, par exemple, onboarding d'un développeur au sein de votre entreprise. Son métier, lui, il va aller scanner toutes les bases de connaissances, prendre les éléments objectifs pédagogiques que vous avez indiqués. Et en fait, en live, si vous inscrivez 10 développeurs au coach, en fonction du contexte de l'utilisateur, donc son contexte, c'est son niveau de départ, c'est un contexte enrichi en fonction de la conversation, sur là où il est bon, là où il est pas bon et son positionnement. Et ben en fait, on lui génère en live tous les contenus. Donc c'est le grand saut par rapport au L&D traditionnel, hein, où il y a souvent des gens qui n'ont pour métier que de faire du contenu statique. Là, on a pris le pari, il y a zéro validation. C'est-à-dire qu'on affiche du contenu à l'utilisateur qui n'a pas été validé par un humain, ce qui est vraiment le grand gap chez nous. Et c'est souvent ça, on en revient à ce qu'on disait, ce qui bluffe les utilisateurs, c'est la qualité de ce qui est généré en termes de contenu sur les données de l'entreprise. On a atteint des niveaux de qualité qui sont extrêmement bons et qui sont bluffants. Mais donc, il n'y a aucune validation humaine sur ce qui était critique, on va Pour dire, rebondir, dans une équipe L&D. pour rebondir à ce que tu dis, Arnaud, c'est vrai il y a 2 ans, on passait plus de temps à optimiser les prompts, mais maintenant, il y a presque plus besoin de les optimiser. Ce qui est important, c'est de ramener le bon contexte. Parce que quand tu ramènes le bon contexte à ton prompt, bah là, la qualité, elle est incroyable. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que de notre côté, on pense que l'avenir du LMS qui sert aujourd'hui de concentration de l'apprentissage dans une entreprise de manière très cadrée, très structurée, va non seulement se maintenir, mais se développer pour ça, parce que c'est la clé pour avoir un résultat sur Forge excellent. Oui, oui. D'ailleurs, est-ce que tu penses pas que l'avenir du LMS, c'est un headless LMS, c'est-à-dire que en fait, tout le contenu est sauvegardé dans des bases de données très structurées, très propres, et en fait, après, c'est des agents qui viennent exploiter tout ça, quoi. Complètement, hein, complètement, et c'est la thèse de Forge. Non, mais C'est-à-dire qu'en c'est fait, super. Ouais. l'apprentissage doit se passer dans les outils de travail. Euh, Karim prenait l'exemple d'un DAF qui commençait à en avoir parfois un peu ras-le-bol d'avoir plusieurs applis euh, pour gérer son quotidien. Côté L&D, on en était au même niveau. Hein. Côté L&D RH, il y avait si on prend juste le learning, entre parfois une application pour le web, des applications pour le mobile in-store, des catalogues de contenu qui viennent de X différentes sources de providers, parfois des applis qui tournaient en standalone sur des sujets spécifiques, de la réalité virtuelle, etc. On n'y comprenait plus rien, ce qui rendait impossible de la mesure de la montée en compétences, in fine. Aujourd'hui, en déployant un outil comme Forge qu'on connecte aux bases métiers, on a finalement plus qu'une couche d'abstraction, les agents qui vont après, eux, le pousser dans les applications métiers du quotidien et qui s'occupent en fait de 90%. Par contre, le métier évolue côté L&D et également ce que disait Karim avant est très vrai. Il y a un sujet de OK, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises à ces nouveaux métiers? Karim, toi, tu as levé. Moi, je suis impressionné. Tu as lancé Thunder Code qui est devenu Thunders. Et dans la foulée, tu lèves 9 millions de dollars. C'est correct, hein, je me trompe pas sur les montants. Tout à fait. Est-ce que quand tu as levé les 9 millions de dollars, tu avais le produit ou pas encore? Oui, et enfin, on avait un produit qui était en pilote chez quelques clients. Justement, quand tu lèves autant d'argent,
Ça veut dire que tu veux aller très, très vite. Oui. Est-ce que, ben, là, vu que tu commences assez fort, aller vite, ça veut aussi dire, si tu fais les mauvais choix, aller vite en sortie de route aussi. C'est qu'est-ce que, est-ce que, par exemple, on se pose la question, moi nous, on est à Station F et quand je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, ils ont contrairement à toi où j'ai vu, tu embauches massivement, ils ont cette peur d'embaucher massivement et ils veulent y aller, par petits pas et faire le levier avec des agents IA pour aller plus vite. Et du coup, toi, tu un peu fait le choix, inverse que font tous les entrepreneurs en ce moment. Tu as fait le choix de lever, ben, beaucoup et d'embaucher très vite. Oui. Oui, c'est une question de vitesse, au fait. C'est qu'une levée de fonds, si on enlève tout le marketing qui est derrière, lever beaucoup de fonds, c'est avoir le droit d'aller plus vite en étant moins efficace. OK? Parce que quand tu lèves pas, si tu es financé par toi-même ou tu fais des petites levées, bah, ça veut dire que tu fais un pas devant l'autre, tu fais attention à chaque dépense, tu peux pas faire 3 paris en parallèle, tu dois les faire l'un après l'autre et donc si tu fais 3, 4, 10 paris en parallèle, le coût par pari, il est peut-être un peu plus cher, mais tu vas beaucoup plus vite. Tu peux ouvrir plus de marchés en même temps. Nous, là, on est en train d'ouvrir, aux États-Unis. On regarde à formaliser un partenariat stratégique, au Moyen-Orient. Donc lever, ça te permet de faire ça, mais tu as quand même besoin d'humains. Donc on a beau avoir beaucoup d'agents, on est encore dans cette phase de transition. Donc tu as besoin d'humains qui sont capables de vendre à tes clients, tu as besoin d'humains qui sont capables de, accompagner tes clients parce que l'IA nécessite justement de l'accompagnement chez les clients et que du coup, si ton équipe est beaucoup trop petite, c'est vraiment dur de le faire à grande échelle. Et ça, c'est un peu l'expérience qu'on a eue avec Expensia, c'est que si tu veux construire un géant, il faut réfléchir comme un géant. Maintenant, c'est évidemment risqué. Cet argent-là, il tombe pas du ciel, hein. Les investisseurs, quand ils mettent 9 millions, ils en attendent 100. Donc forcément, à un moment, faut arriver à ce niveau. Mais oui, c'est une prise de risque. Mais ça nous permet d'aller aujourd'hui très, très vite. Arnaud, toi, tu as levé 20 millions il y a pas longtemps. Est-ce qu'avec Forge, tu veux refaire comme avec RiseUp ou est-ce que tu imagines, les choses différemment maintenant? Alors, on fait les choses différemment, mais déjà parce que c'est la deuxième fois. Donc, RiseUp, c'était la première boîte, donc quelque part, on essuyait tous les plâtres, donc on fait les choses bien différemment. Euh, on s'interdit pas du tout de lever de fonds. C'est juste que je trouve que maintenant, on peut aller beaucoup plus loin sans. Voilà. Donc pour le moment, en fait, j'ai aucun rush. Alors j'ai aussi les ressources de RiseUp, hein, donc on va pas se mentir, ça aide aussi énormément. Néanmoins, sur Forge, on a une petite équipe. On a 5 personnes, pardon. On est 5, dont moi qui suis au temps, mais en même temps CEO de RiseUp. Néanmoins, je trouve que l'efficacité, en effet, de ces 4 équipes qui sont tous, pour le coup, power users de tous les outils d'AI, on va beaucoup plus loin qu'à l'époque où on essayait de build RiseUp sans fond à 4. Donc, je pense que en termes de go-to-market, il y aura toujours besoin à un moment donné de lever des fonds et d'accélérer. Voilà. Exception parce qu'on n'est pas dans le B2C où on peut avoir une courbe d'adoption organique exponentielle comme ça. Euh, mais pour le moment, je trouve que ça nous permet d'aller plus vite, plus loin. Alors une question que je pose à tous mes invités, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, c'est, quelle serait la tâche que vous ne ferez plus jamais, d'ici 1 an grâce à vos propres agents? C'est une bonne question. J'imagine que j'ai pas le droit de dire le code, parce que ça, c'est déjà fait. Bah, ça dépend, je pense tu codes encore? Ou Au démarrage de Thunders, j'ai fait une bonne partie du produit avec JED, d'accord. et j'adore ça. Mais c'est vrai que ça fait au moins, allez, peut-être 4 mois que j'ai pas écrit une ligne de code. Ouais, je dirais 4 mois, j'ai pas écrit une ligne de code. Tout est fait par agent. Et toi Arnaud? Dans un an, je sais pas, mais tu vois, par exemple, j'ai passé mon week-end à bâtir. Je suis très KPI et stats. J'ai passé mon week-end à connecter toutes mes bases de prod sur Cowork et qui me bâtit des reporting. Mais alors, enfin, c'est juste incroyable sur du prédictif, des trucs qui me prennent un temps fou avant de la prédiction de churn, par exemple. Je trouve que maintenant, ça a atteint un niveau. Ça fait partie des choses. On disait, j'avais testé il y a un an, c'était pourri. Là, je me suis dit, OK, je reteste parce que tout le monde m'a dit, il faut vraiment que tu retestes. Là, franchement, j'y ai passé mes nuits, là, les 3 derniers jours. Tellement je suis bluffé de ce que ça peut sortir et j'ai l'impression que je suis encore qu'au début. Ça change énormément. Et là, par contre, tu vois, là, il y a déjà des outils, nos outils de DataVis qui ne me servent plus à rien, quoi. Bah, merci à tous les deux, merci Arnaud, merci Karim.
Merci. Voilà, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez Merci. pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Merci à Merci. tous les deux.